Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invité du jour est Alexandre Dana, co-auteur avec Victor Fersing du livre Lâchaises-tu, paru aux éditions Erol. Avant de lire son livre, je pensais savoir ce qu'était la sédentarité et ses conséquences sur la santé. C'était faux. J'ai beaucoup appris. En le refermant, je me suis demandé si la sédentarité de nos animaux leur causait les mêmes problèmes. Malheureusement, il n'existe que très peu d'études à ce sujet. Alors voyons déjà avec Alexandre quelles sont les conséquences de la sédentarité sur la santé humaine et comment nos chiens peuvent nous aider à l'enrayer. Alors bonjour Alexandre. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc déjà, la première question, c'est quoi la sédentarité exactement et quelles sont ses conséquences sur la santé ? Alors la sédentarité, c'est un terme qui vient du latin sedere, qui veut dire rester assis. Et donc la sédentarité, qui est à distinguer de l'inactivité physique ou de l'absence de pratique sportive, c'est le fait de passer trop de temps en position assise tous les jours. Alors les agences de santé n'ont pas toutes le même chiffre en tête, mais il y a quand même un consensus autour de 7 heures. Si je passe 7 heures ou plus en position assise chaque jour, je suis en danger, je suis sédentaire et je vais m'exposer à tous les facteurs de risque de la sédentarité. On y viendra peut-être tant sur la santé physique, mentale, cognitive que sociale. Ok, donc chez nous, l'humain, ça va être assis. Est-ce que tu penses que chez nos animaux, en gros, nos animaux, s'ils restent chez eux, ils sont couchés, ce serait pareil. Si on dit mon chien, il reste couché toute la journée à la maison, on peut raisonnablement penser qu'il est sédentaire. Alors, je ne suis vraiment pas un expert de la santé animale, mais il me semble qu'effectivement, pour tous les êtres vivants, le mouvement fait partie de la vie. Enfin, le mouvement fait partie de notre physiologie et nous avons besoin, nous humains, de bouger. Les chiens aussi, les girafes, les loups, tout être vivant n'est pas fait pour rester immobile toute la journée, avec évidemment des différences fortes selon les espèces. Mais il faut quand même en revenir peut-être aux paléoanthropologues. Moi, pour écrire ce livre, Lâchaises-tu, j'ai interviewé plus d'une centaine d'experts, majoritairement des médecins, mais aussi des sociologues, des philosophes et même des paléoanthropologues. Et ces paléoanthropologues me disent que le mouvement fait partie de nous parce que la planète a été explorée. On s'est répandu, on s'est disséminé un peu partout au fil de l'histoire. Et pour ça, il a bien fallu sortir de sa position assise ou allongée. Ouais, en fait, nous, quand on est immobile, on est assis, mais le problème, c'est pas tellement la position assise en soi, c'est l'immobilité. Oui, complètement. C'est l'immobilité. D'ailleurs, la posture idéale n'existe pas. Être toute la journée debout, statique comme un piquet, génère également des problèmes de santé très importants. D'ailleurs, je fais une intervention bientôt au musée du Louvre pour les agents de ce musée, qui sont en partie des agents de sécurité tout le temps immobiles. Et donc, ils vont avoir des problèmes de varices, par exemple, ce qui est vraiment pas très agréable. La clé, c'est un des messages principaux de mon livre, c'est d'alterner les postures, de se remettre en mouvement le plus souvent possible et de diversifier ces postures. Et en ce sens, par exemple, aller se balader avec son chien, c'est une extrêmement bonne idée. Jouer avec son chien en se mettant à quatre pattes, c'est aussi une très bonne idée. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur la santé, du coup, si on passe 7 heures ou plus immobile, et donc nous particulièrement assis dans la journée ? Alors, c'est tout le sujet, effectivement. Ces conséquences, elles sont nombreuses et variées. Et je ne m'attendais pas à découvrir autant de choses quand j'ai commencé l'écriture de ce livre. Si on va des infos les plus macro au plus micro, selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité, c'est le 4e facteur de mortalité au monde. C'est le premier facteur de mortalité évitable, ce qui donne vraiment envie de se bouger. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on reste trop longtemps assis ? Eh bien, notre santé physique, notre santé mentale, notre santé cognitive et notre santé sociale vont être impactées. Donc, c'est énorme comme impact. Sur la santé physique, la sédentarité peut augmenter jusqu'à 80% les risques de maladies cardiovasculaires.
je suis tout le temps assis, je ne travaille pas mon muscle cardiaque, il se rétrécit, il se réduit, c'est pour ça que je suis essoufflé, c'est pour ça que je suis fatigué, c'est pour ça que j'arrive pas à monter les escaliers et que je prends l'ascenseur. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des gens de 30 ans, 35 ans, 40 ans faire des arrêts cardiaques. Ça n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans. Mais la sédentarité, c'est aussi une accélération très forte du diabète de type 2. Donc le diabète de type 2 touche 4 millions de personnes en France. C'est gravissime. Ce diabète de type 2, qui est caractérisé par un trop fort taux de sucre dans le sang, eh bien, peut générer évidemment de la fatigue, premièrement, une perte d'énergie, mais peut aussi dégénérer en cécité, en risque de maladie cardiovasculaire renforcée, voire en coma diabétique. Et malheureusement, ça, moi, je l'ai vu aux premières loges, puisque c'est ce qui est arrivé à mon papa. Mon papa a fait un coma diabétique l'été dernier, c'était un diabétique de type 2 de longue date, quelqu'un de très sédentaire, et il a fini par faire un coma diabétique. Et heureusement, des personnes l'ont vu dans la rue. Il a fait ce coma dans la rue et pas seul chez lui. Ils l'ont emmené aux urgences et il y a passé plusieurs semaines. Donc le diabète de type 2, c'est aussi quelque chose qui peut être combattu, qui peut vraiment, vraiment être combattu, mais en arrêtant d'être sédentaire, en arrêtant de passer toute sa journée en position assise. Troisième conséquence de la sédentarité sur la santé physique, les fameux troubles musculo-squelettiques, les TMS. Le mal de dos, qui représente un tiers des arrêts de travail court terme l'an dernier en France, mais aussi les douleurs cervicales ou les tendinites des poignets, voire tendinite du pouce, surnommée tendinite des textos par les kinés aujourd'hui. Et puis, dernière conséquence de la sédentarité sur la santé physique, c'est la prise de poids et l'obésité. Là, c'est mécanique. Évidemment qu'on brûle beaucoup moins de calories quand on est assis sur sa chaise que quand on est en train de marcher, quand on est en train de bouger, que quand on est en train de faire du sport, même si on y viendra peut-être, le sport n'est pas la solution, c'est la deuxième solution, la première étant le mouvement le plus régulier possible. Donc voilà pour les conséquences de la sédentarité sur la santé physique, auxquelles on pourrait ajouter des cas plus spécifiques comme la santé de la femme enceinte, qui va vraiment souffrir de la sédentarité, qui va augmenter les risques très fortement de choper un diabète gestationnel. On pourrait aussi évoquer les liens entre la sédentarité et les cancers. Aujourd'hui, il est absolument clair pour tous les instituts de santé en France, quand ils ont des personnes avec un cancer qui débarquent, de leur prescrire de l'activité physique lors de la phase de traitement. Mais à côté de cette santé physique, il y a aussi la santé mentale. Et la santé mentale, eh bien, elle est impactée aussi très négativement par la sédentarité de façon directe et de façon indirecte. De façon directe parce que on produit moins, quand on est sédentaire, d'endorphines, qui sont les hormones du bonheur, et on produit moins également de sérotonine et de dopamine, qui sont des neurotransmetteurs essentiels. Mais il y a des effets indirects. Et ça, ils sont un peu plus pervers, on s'en rend moins compte, et il est important, je crois, de les comprendre. Quand je suis sédentaire, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour en position assise, eh bien, je suis beaucoup plus susceptible de l'être dans un bureau éclairé par lumière artificielle que dans un parc au soleil avec de la lumière naturelle qui va réguler ma mélatonine. Donc, je dérégule cette hormone essentielle pour la qualité de mon sommeil et je dors moins bien. Si je dors moins bien, j'augmente évidemment mes risques de mauvaise humeur, mes risques d'anxiété, mes risques de dépression. On remarque aussi dans les études que les personnes qui sont en situation de sédentarité excessive vont, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, consommer plus de produits ultra transformés. C'est là où des sociétés comme Uber Eats ou Deliveroo sont en fait des machines à tuer les gens. En commandant avec ces entreprises, déjà je me prive de l'activité physique relative à la préparation des repas, relative à l'achat des courses, et les produits les plus commandés sur ces plateformes sont bourrés de sucre, bourrés de graisses saturées et bourrés de produits ultra transformés. Et le problème de cette alimentation de mauvaise qualité, c'est qu'elle a des impacts de mieux en mieux documentés sur notre santé mentale. C'est tout le sujet de cette nouvelle discipline qui s'appelle la santé mentale métabolique, qui analyse les liens entre notre métabolisme et nos émotions. Et puis, il y a la santé cognitive, donc les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer. Donc ça m'a beaucoup plus surpris lors de mon enquête. Quand j'ai commencé à écrire la chaise tue, je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme le docteur Olivier de la Doucette, qui est président de la Fondation de recherche contre Alzheimer, qui me dit: Alexandre, le meilleur remède qu'on ait contre Alzheimer aujourd'hui, c'est l'activité physique. C'est de bouger son corps, c'est de transpirer, c'est de construire du muscle. On le voit, quel que soit le stade d'avancement d'Alzheimer.
avant Alzheimer, lors des premiers signes, sur un Alzheimer avancé, à chaque fois, c'est l'activité physique qui fait la différence. Et idem sur Parkinson. Donc c'est vrai que tout ça nous invite à reconsidérer la séparation corps-esprit et à comprendre la vérité. Pour faire du bien à notre cerveau, il faut utiliser notre corps. Et puis enfin, et c'est là où il y a un sujet quand même très fort avec les animaux, il y a la santé sociale. Les personnes très sédentaires vont avoir plus tendance à se couper des autres humains, à rester seules chez elles, à ne pas sortir, à ne pas bouger. Ça se voit malheureusement en priorité chez les enfants qui sont très touchés par la sédentarité aujourd'hui, au point où pour certains sociologues, on peut parler maintenant d'enfants d'intérieur, des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'extérieur. Comme les chats d'intérieur, quoi. Exactement. Et ces enfants d'intérieur, eh bien, on remarque qu'ils n'ont pas développé l'habitude d'aller rencontrer l'inconnu, se déplacer dans des endroits, des rues, des quartiers qu'ils ne connaissent pas. Ils vont rester à domicile face aux écrans. Donc voilà les 4 formes de santé qui sont impactées par la sédentarité. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la santé sociale, tu cites les animaux. C'est vrai qu'on sait qu'avoir un animal, et particulièrement avoir un chien, qui nous oblige à sortir de chez nous, est très positif pour les rencontres sociales, alors notamment chez les personnes âgées, mais en fait chez tout le monde, parce que tu sors ton chien, tu vas rencontrer d'autres propriétaires de chiens, tout le monde va faire des commentaires, avoir un chiot particulièrement, un chiot mignon encore plus, tout le monde va faire des petits commentaires et en fait tu vas rencontrer tout le quartier. Ah bah oui, c'est le propriétaire de XXX, le nom du chien, parce qu'ils connaissent tous mieux ton chien que toi. C'est sûr que ça se passe hors de chez soi et pas assis sur son canapé. Si t'as un chiot très mignon sur ton canapé, ça ne marche pas. Absolument, tout à fait, ouais. Alors, chez les animaux, nous, on associe souvent la sédentarité et le surpoids, parce qu'en fait, la sédentarité, pour nous, c'est juste un facteur de risque de surpoids qui mène à de nombreuses maladies, donc notamment le diabète de type 2, alors uniquement chez les chats, on n'a pas de diabète de type 2 chez les chiens, mais chez l'humain, du coup, moi, ce que j'ai découvert dans ton livre, c'est que du coup, moi, j'avais ce réflexe vétérinaire, dire sédentarité égale surpoids égale maladie, mais si pas surpoids, alors la sédentarité ne provoque pas de maladie en soi. Mais on est d'accord que toi, dans ton livre, tu montres que la sédentarité, même si on n'est pas en surpoids, cause quand même des dégâts en elle-même. Ah bah oui, ceux qui ont été évoqués là à l'instant, c'est l'accélération des risques de maladies cardiovasculaires, totalement indépendamment de l'augmentation du poids, c'est une réalité. Les troubles musculo-squelettiques, je rappelle que l'an dernier en France, 30% des arrêts de travail court terme, c'est le mal de dos. Ce sont des gens qui ont mal au dos. Et ça, c'est une conséquence directe de toutes ces heures passées en position assise, le dos courbé sur une chaise, les épaules rentrées dans cette position qui n'est pas naturelle. C'est pour ça qu'on voit des personnes maintenant qui, pour aller au travail, n'arrivent plus à porter un sac à dos et prennent des valises à roulettes pour mettre leur ordinateur. Bon, tout ça, ça peut se régler en reprenant le contrôle sur son corps, en le remettant en mouvement et en transformant la manière dont on vit. Et vraiment, je le dis, je pense que se doter d'un animal fait partie des solutions les plus efficaces. Mais d'ailleurs, dans ton livre, tu parles d'une propriétaire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est son chien ou c'est le chien de sa maman. De sa maman. Mais c'est une dame qui est en dépression, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, et qui va chez sa maman et qui du coup retrouve ce chien et se retrouve à le promener tous les jours. Et c'est un des outils, c'est évidemment pas ça seul qui l'a sorti sa dépression, mais est-ce que le chien, la marche, aller extérieur, rencontrer des gens, tout ça mis bout à bout, ont pu l'aider à sortir de sa dépression ? Oui, alors ça, c'est une rencontre assez incroyable. En fait, je suis depuis plusieurs années, moi, journaliste pour un podcast qui s'appelle Métamorphose, qui est un podcast sur des sujets de santé. Et j'avais annoncé sur ce podcast mon travail d'écriture, mon travail de recherche sur la sédentarité, et j'ai été contacté par une auditrice qui m'a raconté son histoire. Et c'est l'histoire d'une dépression de longue durée, une dépression difficile à traiter, et on est sur une patiente qui est résistante aux antidépresseurs. Résistante, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet sur elle. Et cette personne m'a partagé à quel point déménager chez sa mère et se retrouver dans une maison avec un chien a tout changé pour elle. Parce qu'il fallait sortir le chien. Et elle a commencé à le sortir en traînant les pieds. Et puis ensuite, c'est devenu un changement radical dans son nombre de pas. Elle a commencé à marcher 10 000 pas, 12 000 pas, 13 000 pas par jour, avec le chien à chaque fois. Elle ne s'est jamais sentie aussi mieux. Au bout de 6 mois, elle s'est sentie mieux que durant les 25 dernières années. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez fantastique où on voit chez quelqu'un tous les dominos
qui commence à se réaligner. Les dominos, ils peuvent être désalignés ou alignés très vite. Domino désaligné, pour elle, c'était « je suis dépressive, je suis toute la journée chez moi, je suis toute la journée assis ou allongé, je n'ai pas d'animal de compagnie, je regarde la télé, je regarde des nouvelles anxiogènes, je commande de la nourriture ultra transformée. » Domino désaligné. Et elle a basculé dans « tous les jours, je marche jusqu'à 14 000 pas par jour. Je marche avec ce chien qui me fait du bien. Je marche dans la nature, parce que sa mère habitait près de l'océan. Je marche sur une plage, je suis exposé aux éléments. » Et miraculeusement, ou en fait pas du tout miraculeusement, cela fonctionne mieux que les antidépresseurs. Et je dis pas qu'il faut condamner tous les antidépresseurs, je dis simplement qu'on a dans la marche, dans l'activité physique, dans le mouvement perpétuel, des clés de santé complètement incroyables et qui évidemment se cumulent avec d'autres activités vertueuses, comme la marche en extérieur. L'exposition à la nature nous fait du bien. On peut dire que c'est ésotérique, si on veut. La vérité, c'est que c'est documenté par 40 milliards d'études scientifiques et que on en revient aussi à du bon sens. Est-ce que quelqu'un, franchement, qui écoute ce podcast peut contester le bien-être qu'on ressent quand on marche dans une forêt? C'est quelque chose de juste universel. N'importe quel humain apprécie de marcher dans une forêt, près d'un lac, près d'une montagne, plus que de marcher dans des bureaux à La Défense, à côté de Paris. Et ça, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que tu vois, je pensais à ça. Pour nous, on va peut-être... Enfin, il y a des gens qui vont marcher en intérieur, mais pour notre chien, on n'irait jamais le faire marcher sur un tapis. Si tu sors ton chien, tu vas toujours essayer de le sortir le plus possible dans la nature ou à la limite en ville. Mais dès que tu vois un arbre, toi, tu dis « Ah, c'est bien pour lui », tu vas avoir plus tendance à aller en nature. Mais pour nous, il y a des gens qui vont aller marcher en intérieur sur des tapis. C'est vrai qu'on se prive d'un des bénéfices quand même de la marche. Alors, figure-toi que lors de mon enquête, j'ai échangé avec c'était pas un vétérinaire, le terme exact m'échappe. C'est quelqu'un qui faisait de l'équithérapie, si je dis pas de bêtises, qui proposait des séjours bien-être avec des animaux. La médiation animale ? Voilà, exactement, c'est ça le terme. Et cette personne me partageait son désespoir d'avoir vu quelqu'un acheter un tapis roulant pour chien, pour le mettre en intérieur et pour ne pas avoir à sortir le chien. Alors, on m'a expliqué ensuite que ces tapis roulants pouvaient parfois être intéressants pour les animaux blessés. On les refait marcher sur le tapis roulant d'abord. Mais là, c'était pas le cas. C'était vraiment le cas d'une personne qui avait la flemme, pour dire les choses franchement, qui avait une énorme paresse et qui disait, bon, il va être sur son petit tapis, ce sera très bien comme ça. Et comme ça, il n'y a pas à le sortir. Bon, ça, c'est effrayant. C'est quand même effrayant. Alors, effectivement, tant pour les humains que pour les animaux, il y a une recherche de l'extérieur qui est fondamentale, qui est naturelle, on en a besoin. On doit tendre vers ça. Ouais, alors c'est intéressant parce que tu vois, du coup j'ai cherché si on avait des données, est-ce que le chien améliore vraiment l'activité physique des gens. Alors oui, les propriétaires de chiens qui promènent effectivement leurs chiens, donc ceux qui n'achètent pas de tapis, ont 2,7 fois plus de chances d'atteindre les recommandations d'activité physique. Mais par contre, seulement 2 propriétaires sur 3 promènent leurs chiens. Alors je te rassure, je connaissais personne qui avait un tapis, mais souvent le problème c'est qu'ils ont un jardin et qu'ils vont avoir tendance à laisser le chien dans le jardin, mais le chien ne fait rien dans le jardin et ne te dépense pas. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, je pense que le chien c'est vraiment un potentiel énorme, mais que ça marche pas à tous les coups. Alors je suppose que c'est pas c'est qu'il y a des freins du coup à l'activité physique. Et quels sont les freins, toi, dans ton livre, qu'est-ce que tu as identifié comme frein dans la lutte contre la sédentarité ? Pourquoi on n'arrive pas à ne plus être sédentaire ? Mais arrêtons-nous quand même de un instant sur la statistique que tu viens de donner, 2,7 fois plus. C'est immense. C'est immense. 2,7 fois. On parle d'une multiplication, pas 2,7% en plus, 2,7 fois plus. Quand on voit à quel point la sédentarité est un fléau, une épidémie nationale et une épidémie même, ça va bien au-delà des frontières françaises, et qu'on entend ce genre de statistiques, mais je veux dire, on a tout intérêt à inviter les gens à voir un animal à sortir. Vraiment. Ouais, à promener le chien du voisin, celui qui est dans un jardin à côté de chez soi et qui ne sort pas, sortez-le. Par exemple. Donc non, je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Pour te dire même, j'ai un regret de ne peut-être pas avoir assez insisté là-dessus dans mon propre livre. J'ai donné l'exemple de cette femme qui est sortie de la dépression grâce au chien. Mais en fait, depuis la sortie du livre, et je reçois beaucoup de retours de lecteurs, de lectrices, je vois que ce thème revient souvent. Alors oui, c'est pas une règle universelle. Effectivement, il y a les propriétaires qui ont leur jardin, ils ouvrent juste la porte. Mais néanmoins,
On tient là quelque chose d'assez fondamental. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a autant de réticence? Parce qu'on est rentré dans des environnements qui sont des machines à sédentarité. En fait, notre vie, notre quotidien, notre environnement proche, il a été transformé ces 30, 40, 50 dernières années. Ça a commencé avec la télévision. Quand la télé est arrivée dans nos foyers, on a une fixation des corps qui se met en place. On est scotché par la télé, littéralement. Et puis, Internet, les ordinateurs, le travail de bureau, qui concerne 10 millions de personnes aujourd'hui en France, les réseaux sociaux, qui sont des machines à addiction, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les plateformes de livraison de nourriture, les plateformes de livraison de tout et n'importe quoi comme Amazon, la téléconsultation chez les médecins, le remplacement de loisirs actifs par des loisirs sédentaires comme Netflix ou les jeux vidéo. Je pourrais continuer, pendant assez longtemps à lister tout ce qui dans notre environnement nous ancre sur une chaise. Et c'est là qu'il faut en fait dézoomer et oser parler du système. Je me permets dans le livre d'utiliser l'expression de capitalisme de la chaise parce qu'elle me semble juste et tristement juste. Quand je suis assis sur ma chaise, je fais gagner de l'argent à des entreprises parce que je ne suis généralement pas assis sur ma chaise en train de rien faire et de méditer. Je suis assis sur ma chaise avec un ordinateur, un téléphone, via lesquels je peux consommer directement ou indirectement. C'est tout le fait de l'économie de l'attention. Quand nous sommes en train de scroller sur les réseaux sociaux, eh bien, nous faisons gagner de l'argent à ces plateformes. Nous monétisons notre attention. Alors que quand je suis en train de marcher, je consomme assez peu au final. C'est-à-dire que je vais prendre des chaussures de marche, voilà, pour être à l'aise. Mais à part ça, ce n'est pas une activité sur laquelle il y a beaucoup d'incitation économique. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on est de plus en plus incité à tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on accentue beaucoup sur le sport. On dit qu'il faut faire du sport, mais en fait, on peut être sportif et sédentaire. Tout à fait. Alors ça, c'est une autre grande découverte de mon enquête, alors qui a été vraiment marquée par ma rencontre avec Damien Monod, qui est médecin en chef de l'Olympique de Marseille, le club de foot, qui me disait « J'ai jamais eu autant de problèmes de santé chez les sportifs de haut niveau. » Non pas à cause de leurs entraînements, mais à cause de ce qu'ils font en dehors de l'entraînement, ou ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne font plus. En dehors de l'entraînement, ils passent leur temps à scroller, à être sur les réseaux sociaux, ou à jouer à la FIFA sur la PlayStation. Donc, si même les sportifs de haut niveau ont des problèmes de santé à cause de la sédentarité, c'est bien le signe que François Carré, ce cardiologue qui a été pionnier dans la lutte contre la sédentarité en France, a raison quand il dit vous ne vous lavez pas les dents une fois par semaine le dimanche, vous le faites 3 fois par jour. C'est pareil pour la sédentarité, c'est un combat à mener plusieurs fois par jour et non pas une fois le dimanche en faisant sa séance de sport. Et d'ailleurs, certaines études ont analysé la santé respective de sportifs sédentaires, donc des personnes qui font 1 à 2, même 3 séances de sport par semaine, mais qui sont 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour en position assise, et la santé de personnes qui ne font pas de sport, mais qui sont actives physiquement, qui marchent, qui bricolent, qui jardinent, qui font le ménage, qui cuisinent, qui préparent les repas, etc., etc. Eh bien, la santé est meilleure pour ce deuxième groupe. Le groupe de nos parents et de nos grands-parents avant, qui n'avaient pas cet environnement ultra propice à la sédentarité. Mais on remarque que, par exemple, les taux de sucre, les taux de cholestérol sont plus faibles dans ce deuxième groupe. Donc, ça pose vraiment un sujet de culture. On est inondé sur YouTube de vidéos qui promettent la routine de sport parfaite, la plus optimale, en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le moins de temps possible, le plus de résultats. Mais la réalité montre que le corps a besoin d'autre chose. Il a besoin d'être en mouvement le plus souvent possible. Et pour toi, donc tu nous parlais du nombre de pas, pour toi, mais pas que pour toi, mais d'après tes recherches, ce serait quoi le nombre de pas minimum à viser pour se dire, là, a priori, je n'aurai pas toutes ces maladies liées à la sédentarité? Alors, ça change beaucoup quand même. Selon les agences de santé, il y a un consensus autour des 7000 pas, 7500 pas par jour. Sachant que tous les pas ne se valent pas et que la marche rapide, la marche où on est un peu essoufflé, est vraiment à privilégier. Donc, dans mon livre, je mentionne des grands indicateurs, mais surtout ce que je recommande, c'est de marcher le plus souvent possible et de marcher pendant son travail, notamment, ce qui est vraiment possible pour beaucoup de gens. Et les entreprises doivent rendre ça possible, c'est leur responsabilité managériale. De marcher rapidement, ce qui est bien, c'est que c'est pas courir. Courir, on peut pas vraiment avoir une conversation en même temps.
Alors que marcher rapidement et converser, c'est possible. Marcher, si possible, sur des terrains avec du dénivelé, ça augmente les effets positifs de manière merveilleuse. Et même se mettre à tester la marche lestée, la marche où on porte 1, 2, 3, 4 kilos sur son dos. Il faut un bon sac à dos avec une ceinture ventrale pour pas s'abîmer. Mais ça, c'est aussi incroyable pour démultiplier les effets positifs de la marche. Mais on porte pas le chien. Le chien, il marche. On porte un caillou. On marche pas le chien, exactement. On porte. Il y a énormément de sacs à dos et de poussettes pour chiens maintenant. Je vois énormément de petits chiens dans des sacs ou dans des poussettes. Alors, poussette, ça fait moins travailler. Si on le porte dans un sac, oui, on va porter un certain poids, là. Ouais, mais c'est le chien qui doit marcher. Alors, porter, je sais pas, autre chose. On est d'accord. Alors, ce qui est marrant chez les propriétaires de chiens, c'est que ils ont essayé de faire des interventions chez les propriétaires de chiens pour les faire marcher plus. Et si on leur parle de leur santé à eux, ça marche pas forcément. Mais si on travaille le lien affectif aux chiens, si on leur dit, en fait, c'est bon pour votre animal d'aller marcher, ils vont plus se motiver et le faire pour le chien que le faire pour eux-mêmes. C'est très intéressant. Ça me rappelle le cas des parents qui se mettent à marcher pour la santé de leurs enfants parce qu'ils ont envie d'être un bon modèle pour leurs enfants. C'est un peu pareil. Ouais, ce que je voulais te raconter, c'est que tu disais la politique des entreprises. Alors sache que depuis que j'ai lu ton livre, maintenant chez Arginine, on fait nos réunions en marchant. Je viens de faire les entretiens annuels là en marchant. Certains qui ont des chiens, je leur dis va promener ton chien, on fait ça en marchant. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de fois, on a juste besoin de se parler. Alors bon, moi là où je vis, il y a toujours l'endroit où je ne capte pas, mais pendant 2 minutes, on coupe la réunion et on attend que je recapte et ça se fait très bien et c'est plus sympa pour tout le monde. Et on est bien plus créatif. Je te dis vraiment bravo parce que c'est incroyable de voir l'impact que peut avoir un groupe de personnes. Une famille, un groupe d'amis ou une entreprise. Une entreprise, ce n'est qu'un groupe de personnes. Et donc ce que là, tu as mis en place sur une équipe de combien de personnes ? On est 8. Moi, ça me touche au plus haut point. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Est-ce que ça, en plus, ça a été compliqué ? Pas trop, je pense. C'est un changement qui est pas coûteux pour l'entreprise, qui est facile à mettre en place. En fait. Tout le monde est super content, c'est immédiat et c'est ça qui me redonne espoir parce que je t'avoue que quand tu passes 2 ans et demi à rechercher sur ce sujet de la sédentarité, tu perds un peu espoir. Tu vois, quand tu apprends qu'il y a 4 millions de diabétiques en France, quand tu vois le trou de la sécurité sociale, quand tu vois que la sédentarité coûte 135 milliards d'euros par an à la France, quand tu vois que le nombre de maladies neurodégénératives ne fait qu'augmenter, quand tu vois que le pourcentage d'obèses chez les adultes a été multiplié par 3 sur les 25 dernières années, tu perds un peu espoir. Mais quand tu vois à quel point la solution est simple, à quel point la marche est physiologiquement ancrée en nous. Nous sommes une espèce qui s'est construite avec la marche. Nos ancêtres marchaient 15 km par jour en moyenne, les chasseurs-cueilleurs, et ils portaient du poids. Notre capacité à transpirer par rapport aux chiens est beaucoup plus forte. On thermorégule beaucoup mieux. Bref, toutes ces solutions, tous ces points montrent que le retournement est possible d'une société sédentaire à une société en mouvement. Ah mais totalement. Et moi, en lisant ton livre, je me suis dit qu'en fait, nous, les vétérinaires, on pourrait avoir un impact sur la santé humaine, et c'est en fait assez souvent le cas parce qu'on a une profession qui est assez One Health, en incitant les gens à sortir plus leur chien, mais même en fait, en prescrivant. En t'écoutant, je me suis dit, mais pour tous ces animaux, je vais leur prescrire sur l'ordonnance de marcher, parce que, alors on n'a pas de preuve chez l'animal que la sédentarité mène à toutes ces affections, mais il n'y a pas de raison que si ça le fasse chez l'humain, ça le fasse pas chez l'animal. Mais me dire, en fait, je vais leur demander combien de temps vous le sortez par jour et leur prescrire la sortie. Et je me dis, ça rendra service à la fois à l'animal, mais aussi en fait aux humains derrière, quoi. C'est une super idée et si tu le fais, vraiment tiens-moi au courant. Je serais ravi de faire une publication sur les réseaux sociaux de la HSTU intitulé La vétérinaire qui prescrivait le mouvement et qui luttait contre la sédentarité, parce que je pense que c'est une super histoire, très inspirante, et que vous avez effectivement en tant que profession un potentiel d'impact non négligeable qui pourrait et devrait faire réfléchir le ministère de la Santé. Il y a 7 millions de chiens en France. Peut-être plus maintenant, 8 ou 9. Mais du coup, alors c'est pas 7 millions de familles du coup parce qu'il y a des multipossesseurs. Alors, tu vois, moi, je vais pas être celle qui prescrit le plus parce que je consulte plus beaucoup. Mais si tous les vétérinaires qui écoutent ce podcast se disent, tiens, je vais me mettre à prescrire de l'activité physique, là, on peut avoir un impact. Et je me dis que, on rend service. C'est vrai que nous, on envisage vraiment beaucoup la sédentarité sous le prisme du poids. Mais au-delà de ça, je pense que même les animaux minces, en fait, bénéficieraient tous de sortir et de sortir alors dehors. Hein. C'est vrai que clairement le tapis, parce que chez le chien, en fait, il y a une grosse composante de renifler, d'avoir des stimulations, parce que toute la journée être enfermé. Mais je pense que c'est un peu pareil pour les humains. Mais nous, on a nos stimulations via
via l'ordinateur ou des choses comme ça. Mais eux, toute la journée, ils sont pas stimulés. Donc dehors, c'est renifler des odeurs, voir des trucs, sentir, voir d'autres animaux. Donc tout l'aspect relations sociales que tu citais aussi. Mais d'ailleurs, il y a un sujet aussi là-dessus chez l'humain, parce que toutes les dernières recherches sur la dopamine montrent qu'aujourd'hui, on se stimule, mais parfois d'une mauvaise manière. En fait, on est surstimulé avec de la news très court terme, avec des contenus très courts, avec des algorithmes en fait qui font tomber sur nous, qui déversent en permanence de la distraction. Ça n'a rien à voir avec la stimulation que tu ressens, à la fois physique et intellectuelle, en te baladant, en découvrant un territoire. Tu vois, c'est la sensation qu'on a tous ressentie quand on va à l'étranger, qu'on est en vacances, qu'on a les yeux qui bougent de partout parce qu'on voit un nouveau monde, une nouvelle culture, une nouvelle nourriture. Ça nous remplit. Mais c'est vrai que c'est pareil pour nos animaux, ils ont aussi besoin de cette variété et de cette stimulation. C'est vrai que les stimuler à sortir, ça va vraiment être primordial. Je sais pas si tu avais quelque chose en particulier à ajouter sur... La seule chose que j'ai envie d'ajouter, c'est ma rencontre avec toi et là notre échange me fait penser que le sujet et le rôle des vétérinaires est sûrement beaucoup plus important que ce qu'on pense dans ce combat contre la sédentarité. On a trop de raisons d'y croire en fait. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour les humains. Les humains, comme tu l'as dit, ont envie de s'y mettre pour le bien-être de leur animal. Il y a une quantité d'animaux de compagnie très forte en France. Donc peut-être, je lance la balle, mais il y a peut-être une action, un événement, un manifeste à produire, quelque chose pour fédérer, pour alerter. J'y crois énormément. Parce que tu sais, tout l'angle de mon livre, c'est d'expliquer que le combat est inégal. C'est David contre Goliath. Ça, on peut en redire un tout petit mot là-dessus, mais derrière un téléphone, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont payées pour que j'y passe un maximum de temps. Toute la journée, en fait, leur but, c'est que mon temps d'écran augmente, mon temps assis sur une chaise. La réponse du livre est de dire, jouons collectif. Allons chercher avec nos amis, nos collègues, notre famille, des alliés pour faire du mouvement avec ces personnes, pour être en mouvement, pour faire de l'activité physique. L'animal est un allié. Donc, c'est ça qui est magnifique dans l'action potentielle du vétérinaire, c'est de dire, lui, il a besoin, vous avez besoin aussi. Faites équipe. Totalement. Et ce que tu disais avec les enfants aussi, il nous faut des pédiatres dans cette alliance, parce que c'est vrai qu'on est bizarrement tous plus motivés pour les autres que pour nous-mêmes, et de dire en fait, voilà, sortez les enfants, sortez les chiens, sortez tous, et c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là. Et nous, la profession vétérinaire, on est vraiment, je crois que l'espèce de devise de l'ordre des vétérinaires, c'est une seule santé pour l'humain, pour la planète et pour la vie, tu vois. Donc on est quand même très lié à ça. Enfin, on a une grosse partie de notre travail qui est d'empêcher que les humains soient malades à cause des animaux. Mais c'est vrai qu'on n'avait peut-être jamais envisagé empêcher que l'humain soit malade grâce aux animaux. Et là, ça pourrait être tout ce volet-là et se dire, en fait, on peut utiliser les animaux pour inciter les humains à avoir des meilleures pratiques pour leur santé à eux et qui bénéficient aussi à la santé animale. Donc écoute, avec plaisir, parce que je pense que c'est un sujet vraiment hyper intéressant et qui n'a que des effets bénéfiques. Donc, quand tu veux. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Charlotte. On va réfléchir à tout ça. Et puis, pour la V2 de ton livre, il faudra faire un chapitre sur les animaux. Oui, je suis 100% d'accord. On l'évoque effectivement dans le livre avec cet exemple incroyable de cette personne qui est sortie des antidépresseurs. Mais je pense que le sujet mérite vraiment de s'y pencher pleinement. Je suis d'accord. Et pour ça, écoute, j'ai 2 exemplaires de son livre qu'on va faire gagner aux éditeurs du podcast pour diffuser la bonne parole. Eh ben, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. À bientôt. Dans cet épisode, on a appris que la sédentarité n'est pas qu'un facteur de risque de surpoids, mais un facteur de risque de problèmes de santé à elle toute seule, et qu'elle touche aussi bien nos animaux que nous-mêmes. Alors maintenant qu'on le sait, notre objectif devrait être que nos chiens, comme nous, ne restions pas plus de 7 heures dans la même position et qu'on aille faire nos 7000 pas par jour, tous ensemble, dans la nature. En tant que vétérinaire, nous pouvons améliorer la santé des animaux, mais aussi celle de leurs humains en prescrivant de l'activité physique. Saisissons-nous de cet outil sous-exploité et ajoutons sur nos ordonnances des objectifs de pas journaliers. Parce que les chiens sont sûrement parmi nos meilleurs alliés pour enrayer la sédentarité. Si cet épisode vous a plu, envoyez-le à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier pour leur santé ou celle de leur animal.